Au début, ils nous ont dit dans un premier temps que c'était une sorte de fièvre venue de Chine. Certains organismes des Nations Unies et quelques fondations avaient même discrètement acheté des housses en plastique en prévision afin que les cadavres ne jonchent pas les rues en Afrique. Et devant la contradiction, les vérités des grands spécialistes, des grands professeurs qui chaque jour à la télévision disaient des choses qui changeaient au fil des heures, devant leurs atermoiements et même leurs bagarres par médias interposés sur les traitements, sur la prévention, sur l'évolution du virus, l'Afrique a compris que pour une fois, le Nord était dépassé, qu'il n'avait pas la solution, que les grands professeurs, qui s'étaient par moments presque substitués à Dieu, découvraient l'immensité de leur ignorance. Les subsahariens ont découvert à l'occasion que l'hydroxychloroquine, avec lequel on les soigne depuis tant de décennies, qu'on donnait jusque dans les écoles, était considérée comme produit dangereux, qu'elle pouvait être mauvaise pour le cœur et qu'elle n'était finalement faite que pour nous autres. Bref, devant les tâtonnements des grands prêtres de la science, de la médecine, devant les errements des dirigeants, les Africains ont compris. Ils ont d'abord compris que le Nord n'avait pas la solution à tout. Le mythe s'est effondré. Avec la fermeture des frontières, alors que le virus était plus chez eux qu'au Sud, les Africains ont également compris les limites du catéchisme de la sacro-sainte solidarité internationale. Au pic de l'épidémie, la tendance était au chacun pour soi et Dieu te pousse. On a même assisté en mondovision, en pleine crise de masques, à une scène ubuesque où les Américains de l'administration Donald Trump faisaient monter les enchères sur le tarmac d'un aéroport en Chine pour piquer les masques destinés aux Européens. De l'autre côté, puisqu'on avait compris qu'il ne fallait sur ce coup compter que sur nous-mêmes, on a enfin pensé à nos richesses négligées. Jamais au sud du Sahara, on a autant recouru aux plantes. Jamais au sud du Sahara, on a autant vu les chercheurs, les biologistes retourner aux sources, revenir vers le village, vers la solution de grand-mère, jusque-là méprisée et négligée, quelquefois même raillée. Les décoctions de toutes sortes se sont multipliées, avec même des rites traditionnels anti-Covid-19 dans certains villages et chez certains praticiens. Qu'est-ce que les Africains ont pu boire comme produit du terroir depuis le début de cette pandémie? Gingembre, ail, curcumin, citronnelle, feuilles de baobab, quinqueliba, aloe vera, artémisia, tout y est passé. Et puisqu'en plus, chose qu'on ne précise pas assez, 99% des malades lors de la première vague guérissaient sans gros traitement, tous mettaient ce miracle au crédit de leur invention. Il y a, c'est vrai, des morts. Pas mal de victimes sont à déplorer dans cette pandémie de Covid-19, il ne faut pas s'en cacher. Mais sur ce coup, le ciel a eu pitié de l'Afrique. Personne n'explique jusque-là avec précision cette résilience, sinon par la grâce de Dieu. Certains ont parlé de jeunesse de la population, mais on n'a pas assisté à une hécatombe des vieux non plus. Bref, la relative résistance des Africains à ce virus reste inexpliquée. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, les grandes nations, les pays riches, ont cessé de parler de traitement, de médicaments. D'un coup, il n'était plus question que de vaccins. Le vaccin est devenu l'unique solution de sortie de pandémie. Alors a commencé la nouvelle bataille économique, la course au vaccin. À qui trouverait le vaccin miracle qui sauverait la planète? Oubliez les traditionnelles précautions et mesures obligatoires d'homologation qui régissaient cette activité jusque-là. Il faut dire que les chiffres des victimes égrenées chaque jour à la télévision n'accordent plus tellement de place aux nombreuses validations habituelles. Il faut y aller et vite. Alors on prend ce que proposent les laboratoires les plus pointus, tout en sachant qu'il s'agit pour eux aussi de se faire beaucoup d'argent. Il faut bien que dans ces circonstances, celui qui apporte la solution y trouve son compte, normal. Mais dans cette bataille industrielle, on s'aperçoit chaque jour qu'on joue un peu plus à la roulette russe avec certains de ces produits qui ont été faits avec des procédés scientifiques nouveaux, que l'on ne maîtrise que partiellement, avec des incidents sur certains vaccinés qui restent inexpliqués. Certaines nations africaines dans cette ambiance psychotique se sont elles aussi lancées par suivisme ou sous pression dans l'achat massif des vaccins. Et curieusement, d'un coup, dans cet environnement de gros sous, une certaine solidarité que l'on avait un peu perdue a repris le dessus. Il faut en vendre du vaccin aux Africains. Et si les États n'ont pas toujours les moyens d'en acheter beaucoup, les institutions internationales du genre OMS ou PAM, le Programme alimentaire mondial, et différents organismes vont les acheter pour les offrir aux nations pauvres. C'est la cohue. Deux initiatives principales ont donc été mises sur pied sur le continent africain pour assurer la livraison des vaccins. D'abord COVAX, une plateforme coordonnée par Gavi et l'OMS, entre autres.
L'UNICEF assure le transport et la livraison des vaccins, plus les accessoires comme les seringues, dans les pays en développement. Initialement, COVAX devait sécuriser 2 milliards de vaccins la première année. Plus récemment, cet objectif a été revu à la baisse. La plateforme s'est engagée à couvrir 3 à 20% des besoins en vaccins sur le continent pour protéger les personnes vulnérables au virus et le personnel soignant en priorité. La promesse a fondu un peu comme neige au soleil des tropiques. Seconde initiative, mise en place, l'African Union Initiative, sous le leadership de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Il a pour objectif une meilleure couverture des besoins en vaccins sur le continent. Augmenter la couverture planifiée de COVAX à hauteur de 40% en 2021 et 60% l'année suivante. En plus de l'approvisionnement par ces plateformes, les gouvernements ont, via des accords bilatéraux, acheté directement des doses de vaccins de la Chine, de Russie ou encore d'Inde. Tout ça est bien, très bien, puisque quelques millions d'Africains vont être vaccinés. Seulement, à y regarder de très près, est-ce qu'on ne se trompe pas encore une fois? Est-ce qu'on n'est pas encore là dans l'émotion suscitée par les chiffres des victimes? Est-ce que l'on n'est pas encore une fois en train de faire de la réalité du Nord celle du Sud? Est-ce que les dirigeants du Nord comme du Sud n'ont définitivement pas oublié de mettre à jour leur logiciel? Une mise à jour est indispensable. Il est révolu le temps où l'on décidait de la vaccination de tous sans l'avis des populations. Révolu la période où l'on débarquait un lundi dans les établissements de tout le pays, mettait les enfants en rang avec leurs maîtres et leurs professeurs et les vaccinait à la file indienne avec très souvent la même seringue. Le colon, puis les autorités qui les ont remplacés, n'offraient le choix à personne. C'était l'ordre quasi militaire. Aujourd'hui, les Africains ont envie de comprendre l'efficacité, de juger de la qualité du produit qu'on leur propose. Avant de leur offrir le précieux vaccin, il faut les mettre en confiance, leur expliquer sa composition. Il faut qu'on leur dise quels sont les effets indésirables, les avantages. Or là, on se comporte comme dans les temps anciens. On est gentil, on va vous offrir le vaccin, alors faites pas les difficiles. Mais c'est oublier que le cadre et les hommes ont changé. Nos parents disaient oui au commandant de cercle, puis au président fondateur et au grand timonier. Mais la nouvelle génération veut avoir son mot à dire et elle influence les choix des parents. Alors elle s'interroge sur ces vaccins et c'est le lieu d'évoquer les interrogations qui dominent. Sans revenir sur les incidents et les drames évoqués ça et là dans les médias occidentaux, se pose ici au sud du Sahara, plus que partout ailleurs, la question de son stockage. Les conditions recommandées de stockage et la nécessité d'avoir l'assurance de la qualité des chaînes de froid qui permettrait une bonne conservation des vaccins ont exclu à ce jour les possibilités pour des pays de recevoir des vaccins tels Pfizer ou Moderna. On sait très bien les difficultés qui existent en Afrique avec l'énergie à maintenir ces produits si délicats à la bonne température. L'énergie reste un luxe pour la majorité, notamment dans les zones rurales, dans les pays où même les salles d'opération manquent de l'électricité stable. Comment voulez-vous gérer l'énergie, la conservation de ces produits? Par ailleurs, tous ces vaccins ont une durée de validité particulièrement courte. Dans les conditions de température exigées, l'AstraZeneca, qui doit être conservé entre 2 et 8 degrés, est périmé au bout de 6 mois maxi. Pfizer, qui doit être conservé entre moins 80 et moins 60 degrés, dure lui aussi 6 mois. Moderna, que l'on doit conserver entre moins 25 et moins 15, a une durée de validité de 7 mois. Janssen, qui est la seule que l'on prend en une dose, doit être conservée entre 2 et 8 degrés. Il est périmé après seulement 3 mois. Oui, 3 mois. Le russe Sputnik 5, qui sert à la diplomatie économique russe, doit être conservé dans sa forme liquide à moins 18,5 degrés. Le chinois Sinovac, que je me suis fait injecter, personne ne sait exactement non plus sa période de validité. Comme on le voit donc, la shelf life, comme ils disent, c'est-à-dire la période de validité des vaccins, en général, est de 6 mois, dans les conditions de conservation recommandées par les fabricants. 3 mois pour J&J. Oui, 3 mois. 2 semaines ou encore 1 mois une fois que le produit a été exposé à des températures plus élevées que la norme recommandée par le fabricant. Autre élément qui incite à s'interroger sur la stratégie du vaccin en urgence, la formation du personnel devant administrer les vaccins, compte tenu de la sensibilité du produit. Quid de la gestion des stocks? Une fois la première dose reçue, il faut avoir sécurisé la deuxième dose pour que la protection soit efficace. Sans un système d'information intégré, il arrive que des pays soient en rupture de stock au moment où la deuxième dose de vaccin doit être donnée. J'arrête là l'inventaire qui montre bien qu'on a peut-être mis la charrue
avant les bœufs. Ces produits, tant dans les exigences de conservation que dans la période de validité, semblent difficilement gérables dans notre environnement africain. Si on ajoute à cela le fait que personne n'est capable de nous assurer le temps de protection que cela donne au final à ceux qui sont vaccinés, on peut aisément comprendre pourquoi les populations sont sceptiques. On peut expliquer pourquoi elles ne se pressent pas pour aller se vacciner. Le vaccin, ça protège pendant combien de temps en réalité? Doit-on le refaire à chaque saison de la grippe? Tous les ans? Tous les 5 ans? Personne ne répond. Sur ce coup, les populations africaines, comme celles du reste du monde, ont besoin d'être en confiance. Elles ont besoin qu'on leur apporte des réponses claires. Elles veulent comprendre pourquoi elles doivent aller se faire vacciner, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, la très respectable et puissante FDA, qui est la gendarme des vaccins et des médicaments, n'a à ce jour toujours pas approuvé de vaccin pour la COVID-19. Tenez, en février dernier, l'Afrique du Sud, à réception de la commande d'1 million de doses d'AstraZeneca venues d'Inde, s'est aperçu que le vaccin ne réagissait pas aux variants sud-africains. Le pays a dû revendre ses commandes à d'autres pays africains et accuser du retard dans la mise en œuvre de sa campagne vaccinale. Qui a tracé ces vaccins refusés par Pretoria? Où sont-ils aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Voilà pourquoi les centaines de millions de vaccins dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qu'ils soient achetés par les États africains ou offerts entre guillemets par les différentes plateformes et organismes, risquent de terminer leur course à la poubelle. Oui, à la poubelle. Soit parce que les Africains ne sont pas allés se vacciner, soit parce que les produits sont périmés en raison de leur trop courte période de validité. Au-delà de la chaîne du froid, qui n'est pas évidente à respecter, il faudra garder l'œil ouvert pour qu'on ne finisse pas par injecter des produits périmés dans certaines zones aux populations. Sérieusement, la pandémie de Covid-19 est grave. Elle fait de nombreuses victimes. Mais je veux me faire l'écho de certains spécialistes qui s'interrogent. Est-ce qu'on ne se trompe pas en copiant le modèle du Nord? Était-il besoin de faire de la Covid-19 la priorité de santé publique en Afrique? Le monde occidental ne nous a-t-il pas encore une fois imposé, consciemment ou inconsciemment, ses priorités? Les chiffres sont suffisamment éloquents pour que nous nous reprenions, pour que nous prenions un peu plus de recul. Depuis des décennies maintenant, chaque année, le paludisme fait sur notre continent noir près de 500 000 décès, des enfants en majorité, c'est-à-dire l'avenir. Depuis le début de la pandémie, en 2020, la Covid-19 a fait un peu plus de 113 000 morts en Afrique, c'est-à-dire 4 fois moins que le paludisme. Un être cher que l'on perd, c'est toujours une réelle douleur. Et les 113 000 morts enregistrés en Afrique, ça fait beaucoup de drames. Mais si l'on doit avoir une priorité, si une puissance, un organisme international veut vraiment apporter son soutien à l'Afrique de façon efficace et rationnelle, n'est-ce pas d'abord en éradiquant cette maladie qui tue plus que tout, le paludisme? Selon tous les spécialistes, son éradication est beaucoup moins coûteuse que celle de la Covid-19. Et lorsqu'on regarde les impressionnants moyens dépensés pour la Covid-19 en un an, on se dit que si la même volonté avait animé les dirigeants du monde, on ne parlerait plus de paludisme qu'au passé. En 2019, le financement total de la lutte contre le paludisme a atteint 3 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique, alors que l'objectif mondial était de 5,6 milliards de dollars. Les déficits de financement ont entraîné de graves difficultés d'accès à des outils de lutte contre le paludisme dont l'efficacité est prouvée. Ce montant, vous l'aurez remarqué, est largement inférieur à celui dépensé chaque jour depuis un an pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Comme l'expliquent des spécialistes africains du paludisme, avec l'arrivée du coronavirus, de nombreux États africains ont fermé leurs frontières, bouclé des provinces et des villes. Cette action, aussi importante qu'elle soit pour la Covid-19, a retardé ou compromis les livraisons de matériel de prévention, dont les moustiquaires. Dans plusieurs États africains, les campagnes de prévention ont été complètement suspendues. Et ces fermetures ont aussi compliqué l'accès aux soins. Et chacun a noté la ressemblance de certains symptômes des deux maladies, le paludisme et la Covid, la fièvre notamment. D'où l'utilité de tester des patients fiévreux, pas uniquement pour la Covid-19, mais aussi pour le paludisme, comme cela se faisait. À ces entraves liées aux restrictions de mobilité s'ajoute le facteur peur. Les personnes en crise de paludisme ont été, et sont encore nombreux, à renoncer à franchir le seuil d'un centre hospitalier par crainte d'être contaminé ou assimilé à un patient Covid. La perte de temps actuelle dans les livraisons des moustiquaires ou dans l'octroi des médicaments de prévention pourrait se révéler très problématique pour une raison de calendrier. Tenez, une vingtaine de pays africains vont entrer bientôt dans un pic saisonnier de malaria. Il faut préciser qu'il y a un pic annuel vers juillet, août, septembre. Il pourrait avoir lieu à peu près en même temps que celui du coronavirus.
Donc si les États maintiennent leur réponse de fermeture des frontières, si la prévention, les distributions n'ont pas lieu d'ici là, on court à la catastrophe. Une catastrophe qui se traduirait par une forte hausse du nombre de morts jusqu'au double, soit 700 000 morts de paludisme cette année, selon le scénario le plus pessimiste, du jamais vu depuis 20 ans. C'est-à-dire presque 7 fois ceux morts directement de la Covid. Ça fait quand même beaucoup de victimes collatérales de la Covid-19, non? Ce n'est pas tout. Non. Une autre grave menace qui fait chaque année des millions de morts sur notre continent et qui est plus facilement éradicable est aggravée par cette priorisation de la Covid-19. La malnutrition et la faim. Avec la pandémie, des millions de personnes n'ont pas pu accéder à une alimentation saine et équilibrée depuis le début de la crise. Les restrictions de déplacement ou les mesures de confinement ont parfois limité l'accès aux denrées alimentaires dans des pays où la population souffre déjà de malnutrition. Le PAM prévoit que 265 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire. Près d'1,5 million d'enfants risquent de mourir de la famine cette année en Afrique, selon un bilan dressé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Ces enfants menacés par la famine sont notamment au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud. Lundi, le gouvernement du Soudan du Sud a d'ailleurs officiellement déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Et les Nations Unies réclament à la communauté internationale 4,4 milliards de dollars d'ici juillet pour acheminer de l'aide au Nigeria, au Yémen, au Soudan du Sud et en Somalie. Dans ces pays, plus de 20 millions de personnes sont confrontées à la faim ou à la famine. 20 millions. Selon David Beasley, directeur du PAM, le Programme alimentaire mondial, les enfants sont aussi particulièrement touchés par le manque de nourriture. Près de 370 millions d'enfants manquent un repas équilibré à l'école à cause des mesures de confinement. Oui. Si nous ne pouvons pas venir en aide aux personnes victimes de la faim, notre analyse montre que 300 000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour après une période de 3 mois, a déclaré Beasley. Le rapport sur les crises alimentaires mondiales de 2020 suggère que dans les pays les plus touchés par la faim et la pauvreté, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, il y aura plus de victimes de conséquences économiques du Covid-19 que du virus lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur du Programme alimentaire mondial. Alors à nos dirigeants de revoir leurs priorités, aux grands dirigeants des grandes puissances du monde de nous accompagner, de comprendre que nous redoutons certes la pandémie de la Covid-19, mais qu'elle est beaucoup moins meurtrière chez nous que le paludisme. Ce qui est vrai pour eux ne l'est pas forcément pour nous. Une sagesse populaire devrait un peu plus les inspirer. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. La diplomatie des vaccins, qui au passage sert à concilier les liens commerciaux, ne doit pas nous détourner de nos urgences. Cet enfant aurait plus de chances de survivre s'il souffrait plutôt de la Covid-19. Là, il va malheureusement servir de repas aux vautours. Ils sont ainsi des millions à mourir dans le silence le plus assourdissant, sans susciter les grands débats à la télévision. Pourtant, au regard des excédents de nourriture et de production que l'on est obligé de jeter, on pourrait y mettre un terme et rapidement. Mais la malnutrition et la famine ne sont pas des maladies contagieuses susceptibles d'être immédiatement transportées dans les nations du Nord. Elle ne frappe pas non plus nos dirigeants africains qui ne les voient trop souvent que sur quelques médias occidentaux. Choisis ta priorité. Nous consacrerons d'ailleurs bientôt une chronique à cette immense tragédie, cette insulte à notre humanité que sont la malnutrition et la famine. Un fléau qui pourrait aisément être éradiqué. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube Alain Foucault officielle qui, en plus des chroniques sans condescendance mais sans complaisance sur l'actualité internationale, se veut une petite part du narratif africain. Alain Foucault officiel, c'est aussi Archives d'Afrique en vidéo. C'est également des documentaires sur notre société, sur nos traditions, sur nos réalités. Des grands entretiens. Mais c'est en même temps de l'humour, avec pour rire. Notre histoire doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. Merci pour votre aimable attention.